Très bien, bonjour. Donc, mon premier réflexe, c'était de dire bonsoir parce que il est 19 heures chez moi à Addis Abeba en Éthiopie. Je voulais vous remercier pour votre présence et je voulais également remercier Timothée pour son invitation. Ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour discuter de cette thématique sur laquelle j'ai fait ma thèse, comme l'a précisé Timothée. Et je voulais également commencer ma présentation. Je voulais avant remercier Luc pour, son intérêt et pour le travail qu'il va effectuer un peu plus tard. Donc, cette thématique de la protection internationale des personnes déplacées en raison des changements climatiques a fait son bout de chemin, comme le démontrent les multiples travaux de recherche et publications ces 10 dernières années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une historique du cadre conceptuel et des enjeux, ainsi que des débats qui se trouvent derrière le sujet et qui, relatifs au sujet, s'imposent en guise d'introduction. Je dois juste... Donc, la mobilité humaine dans le contexte des changements environnementaux globaux n'est pas un phénomène récent, c'est un phénomène très ancien. Et d'ailleurs, nous retrouvons de multiples exemples dans la littérature. En 1755, Voltaire, dans son ouvrage, évoquait déjà le tremblement de terre de Lisbonne et les conséquences sociales que cela a entraîné. Un autre exemple aussi emblématique est l'ouvrage de Steinbeck intitulé Les raisins de la colère et qui évoque la sécheresse du Dust Bowl, en fait, des années 30 en Californie. Et c'est en 1948 que l'écologue William Vogel a également traité des conséquences migratoires et des conséquences sociales des dégradations environnementales dans son ouvrage La fin du monde. Un peu plus tard, dans les années 70, donc suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs États dans le Sahel, les flux de population qui résultaient de cette sécheresse avaient été labellisés, les populations qui ont été déplacées à la suite de cette sécheresse avaient été catégorisées, labellisées de réfugiés environnementaux. Donc, je mettrai des guillemets justement pour parler de pour évoquer cette expression. Et ensuite, en 1970, cette expression a été ensuite popularisée par Lester Brown du World Watch Institute, qui a repris cette expression. Mais c'est en 1985 que cette expression a investi justement le champ des organisations internationales, notamment du PNU, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, où un chercheur, un expert, Essam El-Nawi, un Égyptien, a donné une définition, a évoqué les réfugiés environnementaux. Donc, c'est vraiment l'expression qu'il utilise. Et il va ensuite donner une définition de travail de cette expression, le réfugiés environnementaux. Donc, je vous parlerai plus précisément de cette expression et de sa légitimité et de sa pertinence pour qualifier, parce qu'on vous voyez souvent dans les médias, dans les journaux, cette expression souvent employée. Mais je traiterai justement de la question, est-ce que cette expression a une pertinence juridique? Est-ce qu'elle a lieu d'être utilisée? Et dans les années 2005, donc à partir des années 2005 et plus de 2010, parce que moi, j'ai commencé ma recherche en 2010, donc de plus en plus de chercheurs s'intéressaient à la question, donc du lien entre la mobilité humaine et les changements environnementaux globaux, mais plus particulièrement les changements climatiques. Et de plus en plus de recherches commençaient à se développer
et notamment par les organisations internationales, que ce soit l'OIM, le ICR, le PNUD et le GIEC aussi, le fameux GIEC, le groupe d'experts qui traite la question du climat et qui élabore des rapports sur la question, mais également la Banque mondiale aussi qui s'intéresse à la question des déplacements environnementaux et des déplacements climatiques. Et qu'en est-il en fait des définitions en fait vous avez souvent entendu parler de déplacés climatiques, de migrants climatiques, de réfugiés environnementaux, donc, plusieurs définitions sont avancées aujourd'hui. L'OIM, par exemple, définit les migrants environnementaux de personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif, influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quitte de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui de ce fait se déplacent à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur. Donc, plusieurs éléments se retrouvent dans cette définition. Donc, il y a l'aspect de déplacement à l'intérieur de son propre pays ou à l'extérieur des frontières nationales. Il y a aussi le déplacement qui peut être temporaire ou définitif. Il y a également la cause du déplacement, donc la cause environnementale qui peut être soudaine, les changements environnementaux soudains, mais aussi progressifs. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les catastrophes à déclenchement long. Donc, plusieurs éléments doivent être considérés lorsque on traite de la question de la migration environnementale, mais également la migration climatique. Donc, de la catégorie des migrants, des déplacés ou des réfugiés environnementaux, on est passé à une autre catégorie qui est celle des migrants, des déplacés ou des réfugiés climatiques. C'est les déplacés climatiques, c'est une catégorie de migrants environnementaux, de déplacés environnementaux. Donc, la principale cause de mouvement de population est liée aux impacts directs et indirects des changements climatiques. Donc, je préciserai davantage ces propos-là en évoquant la typologie que l'on fait actuellement des déplacés climatiques. Donc, dans une grande partie de la littérature ou des travaux de recherche, 5 scénarios de migration, de déplacement liés aux impacts des changements climatiques retiennent l'attention. Donc, la première cause de déplacement liée aux impacts des changements climatiques est une cause liée à un impact direct. Ce sont les catastrophes hydrométéorologiques, par exemple les inondations ou les ouragans, cyclones, ça peut être aussi les glissements de terrain. Le deuxième scénario, deuxième cause de déplacement, ce sont les dégradations environnementales à déclenchement lent. Donc, ça peut être la réduction des ressources en eau, la désertification aussi, les inondations récurrentes, la salinisation des zones côtières. Ce sont des catastrophes à déclenchement lent qui sont responsables de mouvements de population qui peuvent inciter les personnes à quitter leur lieu d'habitation habituel. Nous avons également la montée du niveau des eaux. Donc, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la submersion des États insulaires à cause de la montée des niveaux des eaux. Donc, beaucoup de communautés vivant sur les États insulaires sont menacées de migration, de déplacement plutôt définitif parce que la montée des niveaux des eaux a tendance à poser une menace existentielle sur le territoire même, sur le territoire sur lequel ces populations vivent. La quatrième cause de déplacement est liée à un impact plutôt indirect. Donc là, les 3 premiers scénarios de migration que je viens d'évoquer sont liés aux impacts directs des changements climatiques, mais la troisième cause est plutôt un déplacement lié aux causes indirectes des changements climatiques. Ce sont
les mesures d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Donc, comme vous le savez, comme les catastrophes s'intensifient, cela implique que les gouvernements prennent des mesures pour s'adapter ou atténuer les impacts des changements climatiques. Ça peut être à travers des projets de développement, soit des barrages. Donc, ces mesures-là ont tendance à déplacer des personnes parce que certains gouvernements évacuent des populations afin de mener des travaux. Donc, c'est plutôt l'effet pervers aussi de ces mesures qui n'ont pas l'intention de nuire, mais indirectement peuvent obliger les personnes à quitter leur lieu d'habitation habituel. La cinquième cause également est une cause indirecte. Ce sont les conflits armés ou les situations de violence. Donc, il faut se placer sur une logique néo-malthusienne pour justement faire le lien entre la mobilité humaine, donc les déplacements climatiques, les changements climatiques et la mobilité humaine. La logique étant, les changements climatiques, les impacts des changements climatiques auront des impacts sur les ressources naturelles et impacteront négativement les ressources essentielles, notamment en eau, mais également en vivres. Et la diminution des ressources essentielles va entraîner une compétition exacerbée entre certaines communautés pour l'accès aux ressources, que ce soit aux terres, mais également en eau. Et cela, à terme, va provoquer des situations de conflits, de tensions et des conflits armés qui va provoquer des déplacements de population. Donc, les trois premières causes peuvent être qualifiées d'impact direct, mais les deux dernières sont des impacts plutôt indirects qui provoqueront qui sont susceptibles de provoquer des déplacements de personnes. Donc, d'une part, nous avons des impacts directs et de l'autre, nous avons des impacts indirects du changement climatique qui sont susceptibles d'entraîner un déplacement qui peut être de nature relativement contrainte, soit le déplacement ou la migration est utilisé comme une stratégie de survie, soit une solution de dernier recours face à l'échec de l'adaptation in situ. Lorsque les mesures d'adaptation qui seront prises pour que les populations restent sur place échouent, cela peut provoquer un déplacement ou une migration de nature plutôt forcée et qui obligera les populations à utiliser ces stratégies pour survivre ou comme une solution de dernier. Mais d'autre part, il convient également de considérer que la migration est également utilisée comme une stratégie d'adaptation par des ménages en fait, résilients qui peuvent migrer de façon saisonnière ou temporaire pour améliorer leur capacité d'adaptation face aux facteurs de stress climatique. Donc, il faut considérer quand même un spectre pour savoir si la migration est forcée ou volontaire. Ça dépendra bien évidemment de l'intensité de l'impact des changements climatiques, qui est considéré dans le cas d'études ou dans les cas d'espèces, mais la migration n'est pas toujours forcée, car parfois, des communautés utilisent la migration comme une stratégie d'adaptation. Et enfin, il faut également considérer que même si il faut également considérer la question des populations immobiles, celles qui sont obligées, contraintes de rester sur place. Donc celles qui sont bloquées sur leur zone de résidence. Pourquoi? Parce que les impacts des changements climatiques sont tels qui sont privés de ressources nécessaires pour financer leur déplacement. Et cette question est plutôt considérée par certains comme une question hors sujet, parce que lorsqu'on traite de migration, certains ne comprennent pas pourquoi on doit traiter de la question des populations immobiles qui restent bloquées.
Pourtant, justement, cela peut représenter une très grande majorité de personnes qui, faute de ressources suffisantes, et sont extrêmement vulnérables aux impacts des changements climatiques et doivent rester sur place et restent bloqués sur leur lieu de résidence. Donc, cette question aussi, d'un point de vue de la protection juridique, est importante à considérer. Donc, donc, j'avais promis de revenir sur les questions liées à la terminologie, parce que ça peut paraître un peu confus d'utiliser les expressions comme réfugiés environnementaux, migrants environnementaux, déplacés environnementaux, mais également déplacés climatiques, réfugiés climatiques et migrants climatiques, notamment dans les médias. Et il faut quand même préciser que c'est au-delà des débats sur la typologie des différentes causes de déplacement, plusieurs appellations sont aujourd'hui utilisées pour désigner les personnes concernées, mais il faut préciser qu'il n'y a pas de véritable consensus sur le choix des termes employés. Et ces terminologies, d'un point de vue juridique, ne sont pas nécessairement interchangeables. Ils peuvent renvoyer plus ou moins à la même réalité, mais ces choix terminologiques, tant dans leur composante environnementale ou climatique, ou même migratoires, ne sont pas neutres et peuvent parfois emporter des conséquences au niveau juridique, politique et institutionnel. Donc, je m'expliquerai de manière plus approfondie. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, l'emploi de telle ou telle expression est souvent lié à un agenda politique ou humanitaire particulier. Le choix en faveur d'une expression ou d'une autre est parfois entaché d'opportunisme. Donc, une clarification conceptuelle reste nécessaire, car en fait, cela, comme je l'avais précisé, emporte plusieurs conséquences au niveau juridique et politique. Donc, lorsque, par exemple, on emploie le terme de migrant climatique, cela peut renvoyer à la réalité selon laquelle des personnes font le choix de quitter leur lieu d'habitation habituel, alors que lorsqu'on emploie le terme de réfugiés climatiques, certaines personnes veulent insister sur le caractère forcé du mouvement. Donc, tous ces termes ne s'équivaut pas et doivent être employés dans un contexte bien particulier. Donc, les enjeux juridiques définitionnels sont importants pour caractériser le mouvement, selon qu'il soit forcé ou volontaire, mais il est également important de voir derrière ces choix terminologiques une volonté de mettre l'accent sur la responsabilité internationale. Donc, certains chercheurs, par exemple, utilisent sciemment l'expression réfugié climatique pour mettre l'accent sur le fait que ces personnes ont besoin, certes, d'un refuge, mais également, ils veulent également insister sur le fait qu'il y a un responsable derrière leur déplacement, le fait que beaucoup de populations qui ont le moins contribué au phénomène des changements climatiques se trouvent aujourd'hui être le plus affectées, se trouvent traduits derrière le choix de l'expression réfugié climatique ou réfugié environnemental. Donc, je viendrai de manière plus approfondie sur le terme de réfugié d'un point de vue juridique pour savoir si l'on peut véritablement caractériser les personnes qui se déplacent à la suite des impacts des changements climatiques comme de réfugiés au sens conventionnel du terme, parce que nous avons l'habitude d'entendre de caractériser certaines populations qui quittent leur lieu d'habitation habituel à cause, par exemple, de persécutions comme des réfugiés. On entend souvent parler, par exemple, de réfugiés politiques, mais est-ce qu'on peut parler de réfugiés climatiques au même titre que des réfugiés politiques, par exemple? Donc la terminologie aujourd'hui fait débat, mais un autre également
débat est autour du lien de causalité, en fait. Donc, il y a également des controverses autour de l'existence d'un lien de causalité entre la mobilité humaine et les changements climatiques. Donc, certains chercheurs, bien qu'ils ne nient pas le rôle que peuvent jouer les changements environnementaux, notamment les changements climatiques, dans l'explication des phénomènes migratoires, certains chercheurs s'opposent à ce que l'on érige la dégradation environnementale ou les changements climatiques comme la cause première des déplacements. Donc, ils estiment que le concept peut être trompeur et ils contestent l'existence d'un lien de causalité directe, puisque, bien évidemment, ils estiment qu'il existe une multitude de facteurs qui peuvent contribuer au déclenchement des mouvements migratoires. Parce que les causes des migrations sont multiples, ils sont complexes et parfois interdépendantes. Il est vrai, bien évidemment, que la migration, quelle que soit la cause, est un phénomène en fait multicausal et multifactoriel. On peut admettre qu'il est peut-être difficile de quantifier avec exactitude la part que peuvent jouer les facteurs environnementaux dans le phénomène migratoire. Toutefois, il est important de considérer qu'avec l'accélération des impacts des changements climatiques, notamment avec l'augmentation de la fréquence et l'intensité des catastrophes hydrométéorologiques, par exemple les inondations qui deviennent de plus en plus récurrentes, ainsi que la montée des niveaux des eaux, donc avec l'intensification de ces catastrophes, nul doute que le lien entre la mobilité humaine et les changements climatiques deviendra de plus en plus évident et linéaire avec le temps, et d'où l'importance de considérer la question des seuils d'intensité de la dégradation environnementale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines régions du monde, bien évidemment, à côté des causes environnementales, donc à côté des impacts des changements climatiques, bien évidemment, le chômage des jeunes, certains facteurs politiques peuvent expliquer les mouvements de personnes. Sauf que lorsque les impacts des changements climatiques s'intensifieront, ce lien deviendra de plus en plus évident et la place qu'occupent les catastrophes climatiques dans l'explication des mouvements migratoires sera de plus en plus proéminente, donc sera de plus en plus importante. Il y a également des controverses autour de la quantification, bien évidemment, du phénomène. Donc, aujourd'hui, en 2020, les données qui ont été données par des centres de recherche sur les déplacements internes montrent que les déplacements dus aux catastrophes naturelles, donc c'est plutôt les déplacements internes, représentent 76% des nouveaux déplacements internes en 2020. Et aux côtés, donc à titre de comparaison, les déplacements dus aux conflits armés, aux situations de violence, ne représentent que 24%. Donc aujourd'hui, les déplacements dus aux catastrophes naturelles occupent une place très, très importante dans la répartition des déplacements internes. Et donc, lorsqu'on analyse de plus près les déplacements dus aux catastrophes naturelles, parce que les catastrophes naturelles englobent quand même un nombre varié de catastrophes, parce que nous avons les catastrophes, par exemple, liées aux phénomènes géophysiques et aux catastrophes plus climatiques. Donc, les déplacements liés aux catastrophes climatiques représentent 98% des déplacements internes et face, à titre de comparaison, seuls 2% des déplacements sont liés aux catastrophes géophysiques. Donc, ça peut être, par exemple, les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Donc, ces chiffres montrent quand même la place importante que prennent les changements climatiques ou les catastrophes plutôt climatiques dans l'explication des déplacements internes. Donc, les controverses résident plutôt sur les prévisions, en fait.
De nombreux chiffres ont été avancés au fil des années. Et donc, récemment, dans une étude, dans son rapport récent, la Banque mondiale avance un chiffre de 216 millions de personnes qui seront amenées à quitter leur lieu d'habitation habituel d'ici 2050. Donc, c'est une prévision de déplacement plutôt interne. Donc, les changements climatiques, donc, contrairement aux idées reçues, ne provoqueront pas des déplacements, provoqueront davantage des déplacements internes que des déplacements transfrontières. Donc, il y a davantage de personnes qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays que de personnes qui quittent leur pays pour chercher refuge dans un pays, dans des contrées lointaines. Donc, lorsque nous examinons de plus près les répartitions des prévisions avancées par la Banque mondiale, donc l'Afrique subsaharienne occupe la première place. Ensuite, nous avons l'Asie du Sud et du Pacifique et d'autres régions du monde s'en suivent. La région qui aura en fait moins de déplacés internes, c'est la région d'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, avec à peu près 5 millions de personnes qui seront amenées à quitter leur lieu d'habitation actuel à cause des impacts des changements climatiques. Donc, j'aimerais vous dire quelques mots justement sur l'intérêt qu'il y a à étudier ce phénomène et surtout à étudier ce phénomène d'un point de vue juridique, donc sous l'angle juridique. Donc, avant 2010, il y avait peu de travaux sur la question de la protection des personnes qui migrent dans le contexte des dégradations environnementales de manière générale. Et moi, j'ai fait personnellement le choix de me consacrer exclusivement à la catégorie particulière des changements climatiques, donc à la protection des personnes qui migrent dans un contexte des changements climatiques. Et ce choix ne doit en aucun cas être interprété comme une manière de hiérarchiser les souffrances humaines, en fait, mais un tel centrage est surtout justifié par la volonté de compléter les travaux déjà effectués par d'autres chercheurs sur la thématique des déplacements environnementaux de manière générale, car auparavant, la cause climatique était plutôt noyée parmi les autres causes. Donc, ainsi, il existait en fait une volonté de ma part d'étudier de manière plus approfondie cette catégorie afin de mettre l'accent sur sa spécificité, donc la spécificité du sujet au regard des questions de protection juridique et plus particulièrement au regard justement de la question épineuse de la responsabilité internationale. Donc, par là, je veux évoquer la relation en fait, nord-sud qui existe lorsqu'il s'agit d'évoquer la question des changements climatiques. En fait, nous savons tous que ceux qui souffrent le plus des changements climatiques, ce sont ceux qui ont le moins contribué au phénomène. Donc, il s'agissait d'approfondir, il s'agissait de savoir comment la responsabilité de ceux qui ont contribué le plus au changement climatique peut être appréhendée. Donc, est-ce qu'ils pourront prendre en charge ces personnes? Et deuxièmement, cela soulevait la question de la nécessité de consacrer ce qu'on appelle des obligations extraterritoriales en matière de droits de l'homme. Donc, c'est plus un jargon juridique, mais cela veut dire plus concrètement, est-ce que les pays pollueurs, en fait, qui ont contribué au changement climatique, ont des obligations vis-à-vis de ceux qui sont déplacés à la suite des changements climatiques, donc à la suite du phénomène qu'ils ont contribué à créer. Donc, c'est des questions qui sont soulevées plus particulièrement par le déplacement lié au changement climatique. Mais enfin, la question de l'irréversibilité des dommages qui sont entraînés par les changements climatiques est également une question très importante parce que dans le passé, nous n'avons jamais envisagé la migration comme un mouvement permanent et définitif. Or, avec la montée des niveaux des eaux et le dommage irréversible que les changements climatiques pourront entraîner pour certains territoires et pour certains États, il était important d'examiner aussi la question sous cet angle.
parce que les changements climatiques posent une menace existentielle à certaines populations insulaires, mais aussi indigènes. Donc, au vu de ces différentes questions que le sujet soulevait, et il était important pour moi de centrer mon analyse sur les déplacements liés spécifiquement au changement climatique et non pas les déplacements liés à la grande catégorie en fait, des changements environnementaux globaux. Donc, plus particulièrement, il s'agissait de savoir, donc, en des termes plus simplifiés, il s'agissait de savoir, dans un premier temps, quels sont en fait les mécanismes juridiques existants que l'on pourrait mobiliser afin d'assurer la protection des personnes déplacées en raison des changements climatiques. Et dans un deuxième temps, de voir comment on pourrait améliorer justement cette protection, puisqu'on partait du constat que de nombreuses lacunes existaient pour garantir un respect intégral de leurs droits. Donc, il s'agissait plus particulièrement de s'interroger sur les mesures prospectives que l'on pourra adopter pour rendre leur protection effective. Donc ma méthodologie est plutôt simple. Donc, pour répondre à ma première question, mon approche était fondée sur le droit existant. Donc, c'est une démarche plutôt descriptive qui consistait à déterminer le contenu et à préciser le contour des normes qui sont potentiellement applicables. Donc, c'est plus une quête de protection. Donc, j'utilisais plutôt une méthode déductive pour savoir les règles juridiques en vigueur, si les règles juridiques en vigueur peuvent s'appliquer pour régir le cas particulier des personnes déplacées à la suite des changements climatiques. Et dans un deuxième temps, comme je constatais que ces règles juridiques applicables sont insuffisantes pour pouvoir protéger effectivement ces personnes, j'entamais une démarche plutôt prospective pour voir si on ne pouvait pas adopter de nouvelles techniques et de nouveaux mécanismes pour combler les lacunes constatées dans le droit applicable, dans le droit actuel. Donc, je vais quand même vous donner justement un aperçu du droit international et aussi régional. En quelques mots, donc je pense que j'ai encore quelques minutes pour voir quelles sont justement les lacunes qui empêchent aux personnes déplacées dans le contexte des changements climatiques d'être protégées effectivement. Donc, je vous avais dit que c'est une quête de protection et pour cela, je pars à la recherche d'une protection juridique dans les différentes branches du droit international. Donc, pour ceux qui ne sont pas juristes, il y a de nombreuses branches. Donc, le droit international est un système qu'on pourrait qualifier de fragmenté, qui est un système spécialisé. Et donc, ma première démarche a été d'analyser les différentes branches du droit international pour voir si les règles juridiques des différentes branches du droit international s'appliquaient au cas particulier des personnes qui quittent leur lieu d'habitation habituel à cause des impacts des changements climatiques. Donc, naturellement, la première catégorie juridique, la première branche du droit international que j'ai examinée, ça a été le droit international des réfugiés, pour savoir si le statut juridique du réfugié, parce qu'il existe un statut juridique du réfugié en droit international, donc vous avez toujours bien évidemment entendu parler des réfugiés politiques ou qu'on appelle les réfugiés conventionnels, donc ceux qui fuient des persécutions dans leur pays d'origine. Donc, c'est le statut juridique du réfugié qui est défini par la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951, qui définit le réfugié comme tel. Donc, un réfugié est une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint, donc il y a un élément de crainte, avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Donc, il existe une définition précise du réfugié.
Donc, ma méthode a été de savoir si les personnes qui fuient les changements climatiques, qui fuient leur pays à cause des changements climatiques, peuvent remplir les conditions posées par la définition de la Convention de Genève. Donc, à la lecture quand même de la définition, même les non-juristes peuvent voir que cette définition pose des critères très restrictifs. Il existe des éléments bien précis qu'une personne doit donc remplir, donc des conditions bien précises qu'une personne doit remplir pour être éligible au statut de réfugié. Donc, le premier élément, c'est l'élément qu'on appelle d'extranéité. La personne doit se trouver en dehors de son pays d'origine. Donc, une personne qui se déplace à l'intérieur de son propre pays ne peut pas être qualifiée de réfugié. Donc, elle doit faire la demande de statut de réfugié en étant dans un autre pays, donc dans un pays étranger. Donc, sauf que rappelez-vous, dans l'introduction, j'avais précisé que la plupart des personnes qui se déplacent dans le contexte des changements climatiques se déplacent à l'intérieur de leur propre pays. Donc, de fait, cela exclut de la définition du réfugié de la majorité des personnes déplacées dans le contexte des changements climatiques. Deuxième élément qu'il faut considérer, c'est que le statut de réfugié est un statut individuel. Donc, cette crainte est une crainte individuelle que chaque individu ressent et cette crainte doit être démontrée lorsque une personne fait sa demande de statut de réfugié. Or, les personnes déplacées dans le contexte des changements climatiques constituent un groupe de personnes et donc le statut de réfugié peut être considéré comme inadapté pour la protection de groupes de personnes. Et troisième élément, qui est quand même l'élément central de la définition du réfugié, est la crainte de persécution. Donc, c'est une crainte individuelle de persécution. Donc, la persécution peut être définie, donc la Convention ne définit pas la notion de persécution, mais grâce à la jurisprudence des États qui accordent le statut de réfugié, donc la persécution peut être définie comme des préjudices ciblés constituant de graves violations des droits de l'homme. Donc, il s'agira pour une personne qui fuit son propre pays à la suite des impacts des changements climatiques de démontrer qu'elle fuit des préjudices ciblés qui peuvent constituer de graves violations des droits. Là, il faut également considérer l'agent persécuteur. Donc, dans les demandes conventionnelles de statut de réfugié, très souvent, l'agent persécuteur est l'état d'origine de la personne qui fait sa demande, ou à la limite, certains groupes non étatiques face auxquels l'état de la personne, l'état d'origine de la personne, est dans l'incapacité de protéger son citoyen. Donc, lorsqu'on considère quand même les personnes déplacées dans le contexte des changements climatiques, qui pourra être considéré comme l'agent persécuteur? Certains évoquent même l'existence de persécuteurs climatiques en évoquant les États qui sont responsables, qui sont les principaux responsables des changements climatiques, donc les principaux pollueurs de la planète. Mais cela, bien évidemment, ne tient pas juridiquement. Dernier élément très important qu'il faut considérer, c'est que la persécution, rappelez-vous de la définition, est du fait de la race de la personne, de son groupe ethnique, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Donc, les motifs de persécution sont limitativement énumérés dans la définition de réfugié, qui exclut de fait de nombreuses personnes qui fuient leur pays à cause des changements climatiques, parce qu'il serait difficile pour une personne qui fuit son état à cause des impacts du changement climatique de démontrer, de prouver qu'elle fuit des persécutions à cause de sa race, de son groupe ethnique, de sa nationalité, notamment du fait que
les changements climatiques affectent de nombreuses communautés de manière indiscriminée. Sauf que la crainte de persécution doit être bien discriminée et bien ciblée contre une personne ou éventuellement contre un groupe particulier de personnes. Donc, donner un exemple concret, donc je voulais juste évoquer le manuel d'asile et retour préparé par la Confédération suisse qui dispose clairement que la persécution s'agit d'un acte de maltraitance commis par l'être humain contre des victimes. Et en cas de catastrophe naturelle ou de changement climatique, cet élément est complètement absent parce que les catastrophes naturelles, indépendamment de toute volonté humaine, ne rentrent pas dans la définition de la persécution appliquée aux réfugiés climatiques. Donc, au vu de ces éléments, parce que j'insiste beaucoup sur j'ai approfondi sur cette question, parce que beaucoup demandent en fait si le terme de réfugié climatique est approprié. Est-ce que les personnes qui fuient leur pays à cause des impacts des changements climatiques peuvent être considérées comme éligibles au statut de réfugié? Donc, je parcours de nombreuses branches du droit international pour arriver à la conclusion que les nombreuses branches du droit international n'accordent pas une protection optimale aux personnes déplacées en raison des changements climatiques. La seule branche du droit international qui peut protéger effectivement les droits des personnes déplacées en raison d'un changement climatique reste les droits de l'homme, donc le droit des droits de l'homme, parce que le droit des droits de l'homme a l'avantage de s'appliquer de manière en fait universelle à toute personne, quel que soit son statut juridique. Donc, toutefois, même le droit des droits de l'homme ne protège pas, ne donne pas un statut juridique aux personnes qui quittent leur pays pour s'installer dans un autre. Donc ça, c'est aussi une des conclusions à laquelle justement j'ai abouti. Et donc, au vu, comme j'avais précisé dans l'introduction, au vu de ces différentes lacunes, il était important pour moi de considérer les solutions à apporter justement à la question des déplacements liés au changement climatique. Donc, je vais vous donner un bref aperçu des pistes envisagées pour combler les lacunes de protection. Et donc, dans la doctrine, de nombreux chercheurs ont proposé des solutions pour combler les lacunes. Et donc, l'une des premières solutions qui a été proposée par de nombreux chercheurs, c'est l'amendement de la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Donc, il propose de rajouter au motif de persécution que j'avais énuméré tout à l'heure, les catastrophes naturelles. Donc, de mettre au rang des motifs de persécution les catastrophes naturelles ou les changements climatiques. Cette solution est une solution de facilité, certes, mais elle a de nombreux inconvénients. Je pourrais mentionner plus tard si certains d'entre vous veulent connaître en fait les détails. Donc, avoir plus de précision sur des inconvénients que cette solution comporte. Deuxième solution, c'est l'adoption d'un protocole à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, c'est la première convention qui a tenté de réguler cette question des changements climatiques. Donc, certains proposent d'adopter un protocole dans le régime international du climat. Donc, la quatrième solution est l'adoption d'une convention ad hoc, donc d'une nouvelle convention. À problème spécifique, solution spécifique. Donc, cette solution aussi a été proposée par de nombreux chercheurs. Et la quatrième et dernière solution, dans laquelle moi, en fait, personnellement, je m'inscris, c'est l'adoption d'un instrument de soft law. En fait, c'est une convention, un instrument qui serait à valeur juridique non contraignant, mais qui pour moi est une solution de compromis pour pouvoir justement commencer à dialoguer sur le sujet et à pouvoir à terme protéger les personnes qui se déplacent dans le contexte des changements climatiques.
Donc, je pense que j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais je vous remercie pour votre attention et merci encore à Timothy pour son invitation. Et donc, je pense qu'on a suffisamment de temps, j'espère, pour pouvoir échanger un petit peu et répondre à vos questions. Et merci encore pour votre attention.